L'hôpital épicentre d'une société troublée par le doute, c'était déjà le cas quand nous avons commencé à travailler sur la programmation de Factory et de Futurapolis Planet. Ça l'est toujours, peut-être encore de plus en plus, et encore plus avec les annonces de ce matin. L'hôpital est de fait sous pression. Pour en parler, nous avons avec nous le responsable de la cellule de crise Covid-19 du CHU de Toulouse, et qui est par ailleurs chercheur, on va en parler également, et qui est chef du pôle urologie-néphrologie. Il s'agit du professeur Nassim Kamar. Merci, Monsieur Kamar. Merci de l'invitation. Merci de prendre le temps d'être avec nous. On sait que la situation est complexe à l'hôpital. Jamais l'institution n'aura, et je ne parle pas de Toulouse, je parle au sens large, cristallisé autant d'attentes qu'au cours des derniers mois. Jamais non plus autant sollicité puis traversé par différentes secousses. Est-ce que l'hôpital tient le coup alors que cette 5e vague de Covid est là ? Vous êtes, vous, toujours à la tête de la cellule de crise? Elle est toujours en vigueur? Alors, effectivement, il y a toujours une cellule de crise qui est en action. La dernière réunion, c'était aujourd'hui à 13h. Donc, clairement, oui, ça y est toujours. On l'a réactivé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que l'hôpital tient le coup? Oui, l'hôpital tient le coup et va tenir le coup. Les hôpitaux ont l'habitude de faire face aux différentes crises sanitaires ou aux différentes catastrophes, que ce soit des attentats ou autres. Concernant la pandémie à Covid, la situation est extrêmement différente parce qu'en fait, on est à 5 vagues maintenant et cette 5e vague, elle est très différente des précédentes et quand on regarde, ce sont 5 facettes différentes. Les vagues ne se ressemblent pas. La première vague était une vague qui était essentiellement un tsunami qui nous était annoncé, où effectivement, en quelques jours, l'hôpital était extrêmement agile, a tout modifié. On a attendu le tsunami, la guerre était déclarée, tout le monde était sur le pont, tout le monde était prêt. Deuxième, troisième vague, un peu différente parce qu'on n'avait plus le confinement. On était confronté non seulement à l'arrivée de patients, mais à des problèmes annexes qu'on n'avait pas initialement envisagés, qui étaient des fermetures de classes pour cause de Covid et donc du personnel absent, des problèmes de ressources humaines. Quatrième vague, elle survient au mois d'août en pleine vacances scolaires alors que le personnel qui avait besoin de vacances était parti, donc c'était encore plus compliqué. Et là, c'est la 5e et donc celle-là, on espère qu'elle sera différente des autres, puisque le taux de vaccination, on espère, va permettre d'avoir un peu moins de patients hospitalisés. Il y aura probablement une petite décorrélation entre le nombre de cas positifs, l'incidence, et le nombre de patients hospitalisés. L'hôpital était en difficulté avant même l'arrivée de cette 5e vague, et notamment, en tout cas, au niveau national. Peut-être vous pouvez nous en dire plus sur ce qui se passe au CHU de Toulouse, qui compte plusieurs hôpitaux, avec notamment un manque d'infirmiers, un manque de médecins aussi, des fermetures de lits. Il y a quelques semaines, c'était déjà un énorme souci. En effet, depuis les hôpitaux, enfin, affrontent 2 problématiques. La problématique qui est l'attraction vers l'hôpital public. Il y a un problème financier qu'il ne faut pas négliger, notamment pour le personnel paramédical, pour les infirmières qui ne sont pas suffisamment payées probablement. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons une fuite des infirmières de l'hôpital pour d'autres activités, pas forcément dans le médical. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en tout cas, en ce qui concerne notre CHU, il était, comme beaucoup de CHU, était en déficit. On a eu une période difficile. Maintenant, on est en retour à l'équilibre. Il y a une réouverture de nombre de postes. Donc, ça a commencé avant le Covid et le Covid n'a fait que montrer tous les problèmes qui préexistaient, mais ça a eu quand même des effets positifs. C'est une implication du corps médical à côté des corps des directeurs, donc la partie administrative, avec des chaînes de commandement qui étaient rapides et qui ont montré une extrême efficacité. Et sur ça qu'il faut qu'on se base pour construire l'hôpital de demain, enlever un peu le millefeuille décisionnel pour avoir une codirection, ce qui est recommandé dans le rapport Clarisse actuellement, entre les directeurs et les médecins, pour qu'on
pour qu'on coordonne ensemble les décisions et qu'on les prenne ensemble. Et c'est probablement l'avenir de l'hôpital. Quel est votre rôle, vous, de responsable de la cellule de crise? Alors actuellement, il est très limité puisqu'en fait, on est au début de la 5e vague. En fait, ce qui s'est passé initialement, c'est que quand il y a une crise sanitaire, il y a un plan blanc qui est déclenché. Dans le cadre des plans blancs, il est obligatoire d'avoir une cellule de crise qui est composée de médecins et d'administratifs. Sur le plan médical, il y avait un médecin responsable par hôpital. Moi, j'étais pour l'hôpital Rangueil, j'avais le professeur Didier pour l'arrêt et le docteur Alvarez pour Purpan. Et on a travaillé avec nos collègues des urgences et de la réanimation, puisqu'en fait, c'était la porte d'entrée et la porte, on va dire, le dernier maillon de la chaîne. Et en fait, notre rôle initialement était de transformer l'hôpital, de voir comment on peut augmenter le nombre de lits de réanimation. Dans les services de pneumologie et de maladies infectieuses qui recevaient beaucoup de patients, comment on pouvait les aider. On a fermé des lits dans des secteurs pour alimenter d'autres. Donc en fait, c'était de la stratégie d'accueil de patients. Est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui que des opérations soient reportées, que les gens soient finalement moins bien soignés? Alors, j'espère que non. Lors de la première vague, clairement, ça a été le cas, puisque tout s'est arrêté. Lors de la deuxième et troisième vague, on a essayé, notre objectif principal était de ne pas avoir de perte de chance pour les patients, notamment qui étaient non Covid et qui avaient besoin d'une prise en charge. On a fait ce qu'on a pu. Après, clairement, la notion de perte de chance est toute relative. Si on prend une dame âgée qui a une fracture de hanche, qui a besoin d'une prothèse, ce n'est pas une urgence vitale, mais la décaler, on sait qu'elle va moins bien récupérer, il y a une perte d'autonomie. Et ça, c'est valable pour plein d'autres choses. On a essayé d'éviter ça. On n'a jamais réussi à réouvrir notre capacité de fonctionnement initiale jusqu'avant la 5e vague par manque du personnel. Et là, c'est la 5e vague qui arrive, donc on espère qu'elle sera très limitée et qu'on puisse maintenir toutes les activités. La décision d'aujourd'hui était de ne pas ouvrir des unités Covid, de maintenir toutes les activités en essayant d'arriver en soutien aux services qui reçoivent des patients Covid. Un mot sur vos travaux de recherche, puisque vous êtes professeur, chercheur. Vous aviez montré dans une étude au printemps, en juin dernier, qu'une 3e dose de vaccin ARN messager était nécessaire pour les receveurs d'une greffe d'organes. En effet, je m'occupe d'un service de néphrologie et de transplantation d'organes. On suit tous les transplantés, sauf les transplantés pulmonaires, dans mon service. Et c'est une population qui est extrêmement à risque, puisqu'on sait que malgré la vaccination, du fait du traitement anti-rejet qu'on leur donne, ils ne vont pas développer d'anticorps. Et en fait, après 2 doses, on s'est rendu compte très rapidement qu'ils avaient une réponse très faible, de l'ordre de 35%. Et lorsqu'on a eu l'autorisation par la DGS, je me souviens que c'était vers le 6 avril, on a rapidement mis en place la 3e dose. Et en fait, on était parmi les premiers au niveau international à publier les résultats qui nous faisaient passer de 35% à 70% de réponses. Et effectivement, ces données ont été publiées dans une très bonne revue et ont permis à l'Agence européenne du médicament et à la FDA aux États-Unis de récupérer toutes nos bases de données, les détails pour valider la 3e dose dans d'autres pays. Comment vous avez vécu la médiatisation des informations au fil des différentes vagues de pandémie? Alors, votre regard peut-être de professeur et votre regard de responsable de cette cellule de crise. Vous y attendiez à cette... On ne s'attendait pas du tout. On n'était pas du tout, nous, dans la médiatisation. Ce n'est pas notre cœur de métier. On était un peu étonnés de voir beaucoup de nos collègues aller sur les plateaux télé assainir des vérités alors qu'on était tous dans le doute parce que c'était évident qu'on ne savait pas comment il fallait réagir. Initialement, on se basait sur ce qu'on savait d'autres virus. On a appris énormément de choses au cours du temps. Aller assainir des vérités dès le premier jour sur des plateaux télé, ça a été extrêmement néfaste pour nous et extrêmement néfaste pour la prise en charge des patients qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Et donc, du coup, heureusement, qu'on a des patients qui nous font confiance et qui nous ont suivis et qu'on a pu, il y a toujours quelques patients qu'on n'a pas pu rattraper, ceux qui ne sont pas encore vaccinés malgré les immunodépressions, mais ça ne nous a pas aidés. Donc très clairement, la surmédiatisation n'est vraiment pas le bon point pour nous parce qu'on s'est retrouvé en difficulté sur parfois des décisions extrêmement simples. Qui doit informer sur la médecine ? Moi, je suis un scientifique. Je pense qu'il ne faut dire que ce qui est publié, revu par nos pairs et validé scientifiquement. Tant que ce n'est pas le cas, on ne peut pas aller raconter n'importe quoi sur n'importe quel plateau. Il y a des études qu'on fait, on les publie. Et une fois qu'on les a publiées, c'est-à-dire qu'ils sont passés au crible
des reviewing, c'est-à-dire des experts d'autres qui nous ont évalués, et on peut parler que de ça. Et donc, qu'on fasse venir des gens qui ont publié sur un sujet pour leur poser la question est une chose, que ce soit la Direction générale de la santé ou le ministre qui fasse le point sur tout ce qui a été publié, qu'il le fasse est une chose, mais qu'on demande à tous les médecins de venir parler sur des plateaux télé alors que certains n'ont pas vu un patient depuis très longtemps et d'autres pouvaient assainir des vérités sans aucune preuve. Vous êtes un peu sur la même ligne sur un autre domaine qu'Erwan Kézard tout à l'heure sur le numérique. On ralentit, quoi. Pas de précipitation, pas de... On peut se précipiter, mais le problème c'est qu'on peut se planter. On peut complètement se tromper. On est face à une maladie qu'on découvre. On a découvert beaucoup de choses. Dans la mesure où on découvre beaucoup de choses, il faut nous laisser le temps de les comprendre, de les appréhender, de les publier. Et à ce moment-là, on peut en parler. Ça a été aussi très constructif d'un point de vue scientifique. Enfin, je veux dire, on a fait un grand bond en avant. C'est comme ça que vous le voyez moi, je considère que c'était un point extrêmement important pour le devenir de la médecine. Les vaccins, quand je prends mon domaine qui est ceux des immunodéprimés, les vaccins, c'était quelque chose qu'on négligeait. On négligeait parce qu'on savait qu'ils ne vont pas répondre aux vaccins. Et finalement, grâce à l'infection à SARS-CoV-2, on s'est rendu compte qu'on peut avoir maintenant d'autres pistes qu'on n'utilisait pas avant. Et très probablement, on va les utiliser dans le futur, dans d'autres indications, d'autres virus, d'autres infections. Et on voit que quand on veut obtenir un résultat rapide, si on met les moyens, on y arrive. Donc ça veut dire qu'on peut faire la même chose pour le cancer, pour les immunodéprimés et pour plein d'autres maladies. Merci beaucoup Nassim Kamar, merci à vous. Merci. Merci. Dernière séquence de la Factory Futurapolis Planète pour ce soir. On reste sur la question de la science, de la médecine, de la technologie. Où est le progrès? C'est bien la question qu'on continue à se poser. Nous allons poursuivre la réflexion avec le physicien, philosophe des sciences qui, dans certains moments d'agitation sur les réseaux sociaux, a pris la parole et a aussi tenté de remettre un peu de rationalité dans tout cela. C'est Étienne Klein. Et Guillaume Gralet, journaliste au Point. Merci Guillaume. Étienne Klein, vous êtes à distance finalement. Est-ce que vous nous entendez? Alors, petit problème de son là pour l'instant. Voilà, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Super bien. Bonsoir à toutes et à tous. Désolé de ne pas être parmi vous, mais un double bloc. Vous avez le dos bloqué. Voilà. Bon, donc vous ne ferez pas d'ascension ce week-end. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, donc, je le disais, philosophe des sciences, physicien, directeur de recherche au CEA. Ceux qui écoutent France Culture connaissent votre émission, vont reconnaître votre voix. Cette émission, c'est Science en question. Vous avez récemment publié Idées de génie, psychisme ascensionnel, ou encore le goût du vrai. Alors, vous portez parfois un scarabée. Je vois que vous avez un scarabée. C'est un scarabée sur votre chemise, oui. Je crois. C'est ce qui vous relie d'une certaine... C'est ce qui vous relie d'une certaine manière à Cédric Villani, qui lui a une araignée. Oui, et ça me relie aussi modestement à Einstein, qui a répondu à son fils de 12 ans, lorsque son fils lui a demandé « Papa, pourquoi es-tu célèbre ?» Einstein a répondu « Lorsqu'un scarabée aveugle marche sur une feuille, il ne se rend pas compte que cette feuille est courbée, et moi, Einstein, j'ai compris ce que le scarabée ne peut pas voir, à savoir la courbure de l'espace-temps. » Donc c'est un hommage aussi à Einstein.
Vous êtes aussi avec Guillaume Gralet qui est en direct à la Factory à Toulouse avec nous. Guillaume. Merci Emmanuel. Bonjour Étienne, merci beaucoup d'être avec nous, c'est super, on vous entend très bien. Et j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs espaces-temps dans lesquels on peut rencontrer, parler avec Étienne Klein. Moi j'ai eu la chance, avec toute l'équipe du Point, avec Garrigue Poncé, lorsqu'on est revenu sur le livre Fantaisie quantique, cette épopée jubilatoire où on a parlé de ces physiciens absolument géniaux. Vous avez parlé d'Einstein, il y avait aussi Marie Curie. Il y avait d'autres chercheurs, Henri Poincaré, qui se retrouvaient à l'hôtel Métropole à Bruxelles et qui inventaient le futur. Vous écriviez dans le Point, c'est à la main ou à la règle qu'ils faisaient leurs calculs, par lettre ou carte postale qu'ils correspondaient, en bateau qu'ils traversaient les océans, en train qu'ils parcouraient l'Europe. C'était une ode à la science. Ils inventaient un inconnu qui était absolument communicatif. Et puis, j'ai envie de dire, il y a l'autre Étienne Klein, et c'est très lié, c'est le passeur. Le fan d'Ultra Trail, on en a parlé avec Emmanuel, mais celui qui a travaillé avec Michel Serres, Gilles Cohen, Taoudji, la liste est très longue. Vous avez même écrit un livre sur le rugby quantique, mais vous avez écrit Le goût du vrai chez Gallimard, collection Tract, où justement ça nous ramène au débat de ce soir sur la crédibilité scientifique. Quel regard vous portez sur les mois qu'on a vécus? Est-ce que en France, on croit davantage en la science? Je crois que vous avez été marqué très récemment par une étude à laquelle a participé Daniel Cohen. Oui, alors d'abord je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé l'interview précédente du professeur de médecine que vous avez reçu, qui dit des choses qui correspondent exactement à ce que je pense. Et je me suis permis en effet au mois de juillet 2020 d'écrire un tract d'une 60aine de pages qui s'intitule Le goût du vrai, en réaction à la mise en scène de la science et de la recherche pendant les premiers mois de la pandémie dans certains médias, notamment les chaînes d'information continue, qui m'ont semblé céder à différentes formes de confusion. Et en effet, l'étude de Daniel Cohen, qui vient de paraître, publiée par le Conseil économique et social, montre qu'en France, la confiance que nous accordons, enfin, que nos concitoyens accordent à la parole des scientifiques a chuté. Elle a chuté de 20 points, alors qu'elle partait de très haut. Le niveau de départ était le même dans à peu près tous les pays européens, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, c'était presque 90%. Elle s'est stabilisée, elle est restée à peu près la même donc, dans tous les pays européens, sauf la France, où elle a chuté de 20 points. Et ça interroge en effet une particularité française. Et moi, je crois qu'en effet, c'est pas une explication ultime, il y a certainement beaucoup de facteurs qui ont joué. Mais en France, on a d'abord confondu la science et la recherche. La science, évidemment, la science et la recherche ont des points communs. Ce ne sont pas deux activités étrangères l'une à l'autre. Mais la science est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses, pense-t-on, à des questions bien posées. Et pour contester un résultat scientifique, il faut des arguments scientifiques. On ne peut pas le faire simplement à partir de son ressenti, de ses croyances ou de ses intuitions. Et puis, ce corpus de connaissances qui constitue la recherche, il est par nature et par construction, il est incomplet. C'est-à-dire qu'il pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses, et c'est pour cela que nous faisons de la recherche. Autrement dit, le moteur de la recherche, c'est le doute, qui est en même temps son combustible, puisqu'à mesure qu'on obtient des réponses, le doute vient habiter de nouvelles questions, se déplace, et voilà. Et il me semble que quand on confond la science et la recherche, le doute qui est consubstantiel à la recherche, qui est son moteur, comme je l'ai dit, vient coloniser l'idée même de science. Et on en arrive à la conclusion que la science serait le doute. Et cette conclusion, elle est d'autant plus crédible qu'on voit sur les plateaux des experts ne pas être d'accord. Et ça a constitué une très très grande confusion qu'a rappelé le professeur de médecine que vous avez interrogé tout à l'heure. Et il me semble que c'est ça la spécificité française. Un chercheur qui parle à la télévision devrait dire nous savons que. Nous, moi et mes collègues, c'est le fait que je parle à mon nom personnel qui compte. Nous savons que ça c'est la science et nous nous demandons si ça c'est la recherche. Et quand on ne distingue pas ces deux choses, on crée énormément d'amalgames. La science et la recherche a bien distingué, même si l'une nourrit l'autre en permanence. Je crois qu'au cours de ces débats passionnés des derniers mois, vous avez même popularisé un mot, et je crois qu'on peut revenir un peu dessus. Écoutez, le mot, c'est un mot qui est l'ultra-crépidarianisme. C'est un terme qui était utilisé en anglais, mais qu'on ne pratique pas beaucoup en français. Je l'ai cité dans mon tract. Et on a considéré que je tenais des propos élitistes. Alors, je voudrais revenir là-dessus parce que ce n'est pas le cas. Alors, d'où vient cette expression ?
Elle vient d'une phrase rapportée par Pline l'Ancien, l'auteur latin du 1er siècle après Jésus-Christ, qui raconte qu'un jour il est allé rendre visite au plus grand peintre de l'époque, qui s'appelait Apelle, et il s'est fait accompagner par son cordonnier. Et ils ont donc visité l'atelier du peintre, dans lequel se trouvaient des grands tableaux qui représentaient des personnages. Et le cordonnier a remarqué que les sandales représentées sur les tableaux du grand maître n'étaient pas conformes aux sandales qu'on trouve dans la réalité. Le surréalisme n'avait pas encore été inventé, donc le cordonnier s'est enhardi et a osé faire la remarque au peintre, qui a aussitôt corrigé le tableau qu'il avait peint. Et le cordonnier, flatté que le grand peintre l'écoutait, a aussi critiqué par la suite les tuniques des personnages. Et là, le peintre lui a dit « Ah non, le cordonnier doit s'arrêter au rebord de la sandale », ce qui donne en latin « sutor ne supra crepidam ». Donc le crépidarianisme, c'est le fait de ne parler que de ce que l'on connaît. Et l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de parler avec assurance de choses qu'on ne connaît pas, ce qui est évidemment une très bonne chose. Quand vous allez au café avec vos amis, vous discutez de tous les sujets, et non pas seulement de ceux pour lesquels vous avez passé une thèse de doctorat. Donc l'ultra-crépidarianisme, c'est l'autorisation que nous nous accordons de parler de tous les sujets, y compris de ceux pour lesquels nos compétences sont limitées. Et au cours de la discussion, nous entendons d'autres arguments, nous changeons d'avis parfois, et c'est ça qui fait le lien social, c'est ça qui fait que nous faisons société. Vous dites c'est plutôt une bonne chose, sauf quand ça concerne des questions de science pour lesquelles on n'est pas compétent, ou pire encore, quand ça concerne des questions de recherche pour lesquelles personne n'a de réponse. Et donc là, on doit faire preuve d'humilité et dire « non, je ne sais pas, nous ne savons pas », et que ce n'est pas la peine de faire semblant de savoir quand on ne sait pas, parce que ça peut créer de la confusion, comme je l'ai dit, et surtout, ça donne une sorte de prime à l'arrogance, puisque les personnes qui sont les plus arrogantes vont toujours trouver le moyen de donner des réponses à des questions dont pourtant elles ne connaissent pas les réponses, et ça va leur donner une prime, et elles vont convaincre davantage que d'autres. Et il me semble que nous avons beaucoup pratiqué à la télévision cet ultra-crépidarianisme qui a eu des effets assez ravageurs, notamment quand des personnalités importantes politiques écrivaient au début de la pandémie des tweets qui commençaient par « je ne suis pas médecin, mais je ». Je ne suis pas médecin, ce qui est honnête, je suis incompétent, mais je vais quand même délivrer une ordonnance. Et ça, c'est quand même très problématique, parce que ça donnait l'impression que le bon sens, l'intuition, certaines croyances pouvaient suffire pour contester des résultats scientifiques ou bien pour répondre à des questions que les chercheurs n'avaient pas encore résolues. Or justement, vous, une phrase que vous aimez citer qui est de Gaston Bachelard et qui justement dit qu'il faut penser contre son cerveau, penser contre soi-même, contre la perception qu'on a immédiatement des choses. Penser d'une façon générale, c'est affronter des arguments qui viennent contester ce que nous pensons et voir si notre pensée est capable de résister. Autrement dit, une pensée qui n'est pas provoquée par ce qu'il a contredit n'est pas une vraie pensée en action. Et Bachelard, quand il dit faire de la science, c'est penser contre son cerveau, il pensait essentiellement à la physique contemporaine ou moderne même, celle qui a commencé avec Galilée, est une physique dont toutes les lois, y compris les plus élémentaires, sont des lois qui contredisent l'intuition, qui contredisent même l'observation. Comme par exemple, on a tous appris à l'école le principe d'inertie qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne et uniforme, il va en ligne droite à vitesse constante. Eh bien, le fait qu'il y ait de tels mouvements inertiels contredit notre expérience courante, puisque chacun d'entre nous a observé que lorsqu'il cesse de pédaler à vélo, le vélo s'arrête. Donc nous, on a l'impression que quand la force s'arrête, le mouvement s'arrête, et Galilée vient de dire non, quand la force s'arrête, le mouvement continue indéfiniment, ce qui oblige à réinterpréter l'observation des phénomènes ordinaires, en disant par exemple que quand on cesse de pédaler, il y a d'autres forces qui continuent d'agir sur notre vélo en mouvement, qui sont la résistance de l'air, différents frottements. Et donc, on a des lois comme ça qui contredisent l'intuition et qui obligent en tout cas à réinterpréter l'observation. Et donc, c'est une très bonne école de pensée pour le cerveau que d'apprendre un peu de physique, parce que ça l'oblige en effet à se méfier d'une interprétation trop spontanée qui pourrait faire des phénomènes. On doit penser, merci beaucoup, on doit penser contre nous-mêmes, on doit penser aussi contre ce qu'on observe. Tout à l'heure, vous parliez d'arrogance, mais il y a peut-être, alors dites-nous ce que vous en pensez, mais d'autres éléments extérieurs qui peuvent tromper notre bon sens.
On publie cette semaine dans Le Point avec Guéric, justement, une enquête sur les deepfakes, où en fait on peut générer des deepfakes en quelques secondes, quasiment instantanément. Est-ce que c'est quelque chose contre lequel il faudra penser également, à votre avis ? Oui, parce qu'en relation avec la question précédente, il est établi que notre cerveau n'aime pas être contredit, enfin, même avant l'apparition du numérique. Avant, quand on était gauche, on ne lisait pas Figaro, quand on était droite, on ne lisait pas Libération, parce qu'on souhaite que la lecture qui nous est proposée de l'actualité soit conforme à notre propre lecture du monde. Et quand je parle du monde, je parle du vrai monde, pas du journal Le Monde, évidemment. Hein. Et simplement, avec le numérique, il y a une espèce de saut quantitatif qui a été accompli, puisque dans les mêmes canaux de communication circulent des informations, des opinions, des connaissances, scientifiques ou autres, des croyances et également des bobards, enfin, des fake news. Et ces choses qui sont très différentes ont tendance à avoir des statuts qui se contaminent. Par exemple, quand on vous propose une connaissance scientifique, ben, vous pourriez avoir tendance à vous demander si cette connaissance scientifique n'est pas la croyance d'une communauté particulière. Et puis si au contraire on vous présente une croyance, vous pourriez vous demander si cette croyance n'est pas une vraie connaissance qui aurait été injustement méprisée. Et votre cerveau, et vous-même d'ailleurs, vous n'avez pas le temps d'aller vérifier ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Vous n'avez pas le temps de retourner aux sources, et donc votre cerveau doit apprendre à se balader dans ce paysage extrêmement complexe et foisonnant, et il a tendance, si on n'y prend pas garde, à déclarer vraies les idées qui lui plaisent. Et donc, ça crée des biais qui sont bien connus des psychologues, ce qu'on appelle les biais cognitifs, comme par exemple l'effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est mon optimisme qui vient... l'effet Dunning-Kruger, c'est un effet qui me rend optimiste. Parce qu'on a vu ce phénomène se déployer en temps réel pendant tous les mois de la pandémie. Dunning et Kruger, ce sont deux psychologues américains qui ont été, à la fin du XXe siècle, interpellés par un fait divers qu'ils avaient lu dans le journal. Ils disaient qu'un jeune homme avait cru comprendre, en lisant un article, qu'on peut devenir invisible pour les caméras de surveillance quand on s'enduit le visage avec du jus de citron. Donc ce jeune homme a eu une idée géniale, celle de faire un hold-up dans une banque après s'être enduit le visage avec du jus de citron. Évidemment, il a été repéré, identifié et arrêté grâce aux caméras de surveillance. Et Dunning et Kruger, ces deux psychologues, se sont demandé mais comment est-ce qu'on peut être aussi stupide? Et ils ont fait une grande enquête, notamment dans les entreprises, qui a montré que, en fait, quand on a affaire à un nouveau problème, on a tendance à le ramener à des problèmes déjà connus. Et donc, on fait preuve de beaucoup d'arrogance s'agissant de ce problème en disant il suffit de faire ça ou de faire autre chose. Et on a donc à la fois de l'arrogance tout en étant complètement incompétent. Et puis, à mesure que le temps passe, ce problème se révèle pour ce qu'il est. On s'aperçoit que c'est un nouveau problème, plus difficile que ce qu'on avait imaginé au départ. On acquiert des compétences, on s'informe, on discute et on perd un peu de son arrogance à mesure qu'on gagne de la compétence. Et donc l'effet Dunning-Kruger, c'est l'effet qui dit que pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut devenir compétent. Et il me semble qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que ce problème est compliqué. Donc on a gagné en compétence, on a perdu en arrogance, ou du moins l'arrogance est-elle désormais confinée dans des sites qui sont spécialement dédiés ou construits pour le prêter main forte, qui sont les sites complotistes. D'accord. C'est justement ce que je voulais vous demander, c'est comment réinventer l'enchantement dont vous parliez très bien dans Fantaisie quantique. Est-ce que cette capacité de transmettre, d'apprendre, de se poser des questions, je crois que vous avez quelques solutions à nous proposer. Alors d'abord, moi, comme vous l'avez dit en me présentant, et je vous en remercie, moi je suis un vulgarisateur, hein, donc je fais de la vulgarisation de la physique depuis une trentaine d'années et j'ai toujours considéré que ça marchait très bien. Quand on fait des conférences, quand on écrit des livres, on reçoit des courriers, des questions qui sont tout à fait pertinentes. Simplement, on est victime de deux biais énormes qui ont été d'ailleurs montrés de façon manifeste pendant la crise. Le premier, c'est un biais de confirmation, c'est-à-dire que la vulgarisation ne touche que les personnes qui sont intéressées par la vulgarisation, c'est-à-dire une toute petite fraction de la population. Donc il y a un biais de confirmation qui vient nous tromper, et d'autre part, il y a un biais qu'on pourrait appeler un biais du survivant, qui est que ne viennent vers nous que les gens qui n'ont pas été traumatisés par la réception qu'ils ont eue des cours de sciences dans leur adolescence.
Et là, c'est un bien qui lui aussi est très très fort. Donc moi, je pense que il faut repenser complètement la chose, que la vulgarisation telle qu'on l'a pratiquée, c'est une forme d'échec. Et je pense qu'une des solutions, alors évidemment, ça sera la réforme de l'éducation, mais ça va prendre un temps très très long. Et je pense que, par exemple, quand on commente une actualité qui a une composante scientifique, par exemple quand on parle des vaccins, ou quand on parle des essais randomisés, s'agissant des traitements, ou des essais en double aveugle, s'agissant des médicaments, de l'effet placebo, de l'exponentiel, des corrélations qu'il ne faut pas confondre avec la causalité, etc. On devrait faire de la pédagogie, c'est-à-dire se saisir de l'actualité pour faire de la pédagogie. Dans les journaux télévisés, par exemple. Quand on parle d'exponentielle, par exemple, pourquoi ne pas prendre le temps d'expliquer ce qu'est vraiment une exponentielle? On me dira que c'est compliqué, et je répondrai que c'est faux, puisque Angela Merkel, au mois de juillet 2021, j'étais en Allemagne à ce moment-là, a fait une conférence de presse, toute seule, sans être venue avec un expert. Elle a simplement, avec les mains, sans tableau, sans formule, passé 5 minutes, même peut-être 10 minutes, à expliquer aux Allemands, à tous les Allemands, quel que soit leur niveau scolaire, ce qu'est une exponentielle. C'était un exercice d'ailleurs assez magistral, et je ne comprends pas pourquoi en France on ne le fait pas davantage. C'est-à-dire de distiller de la science dans la façon de parler de l'actualité. Et on avait là, au début du Covid, une occasion unique, historique même, de faire de la pédagogie scientifique. On aurait pu passer beaucoup de temps, comme ça a été fait d'ailleurs lors d'une conférence de presse, celle du 28 mars, je m'en souviens très bien, du 28 mars 2020. Il y avait le Premier ministre, le ministre de la Santé, des chercheurs en médecine, qui pendant 2 heures ont expliqué ce qu'ils savaient de façon très claire, ce qu'ils ne savaient pas. Et si on avait continué avec ce type de méthode, le niveau scientifique des Français, qui étaient intéressés par ces questions et pour cause, aurait sans doute été relevé. Merci Étienne Klein. Vous avez la particularité en tant que scientifique de vulgariser, vous l'avez dit, de vous jeter dans l'arène aussi d'une certaine manière, ce qui n'est pas toujours tout à fait confortable. Vous avez travaillé aussi sur le progrès et on l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de ce rendez-vous. Le mot progrès a été remplacé par l'innovation. Vous avez beaucoup réfléchi à cette question. Est-ce que le progrès technologique, scientifique peut encore être souhaitable, désirable ? Moi, je pense que le progrès technologique, c'est celui parmi toutes les formes de progrès qui ne subit pas de véritable contestation, même si on doit décider, en tant que démocratie, du type de compagnonnage que notre société veut faire avec les nouvelles technologies. Pensez à la 5G, pensez au nucléaire, pensez je sais pas, les OGM, par exemple, c'est des sujets pour lesquels nous devons décider de ce que nous souhaitons faire avec eux. Et simplement, le mot progrès lui-même, ça a été montré par différentes études, a été progressivement abandonné dans le discours public pour être remplacé par le mot innovation. Donc en effet, on pourrait se dire qu'il s'agit simplement d'une modernisation de notre discours sur le progrès, que finalement on a remplacé le vieux mot de progrès, qu'on écrivait autrefois avec une majuscule, par un mot plus moderne qui est le mot innovation. Et quand on regarde les choses en détail, on s'aperçoit que notre façon de parler d'innovation, ce que j'appellerais la rhétorique de l'innovation, ne rend pas exactement justice à la rhétorique dans laquelle autrefois on insérait le mot progrès. Pour le dire en une phrase, parce que je sais qu'on a peu de temps, la rhétorique du progrès s'appuie sur l'idée que le temps qui passe, il est constructeur, il est complice de notre liberté et de notre volonté. Le temps qui passe est notre allié. Plus de temps aura passé, meilleure sera la situation. Voilà ce que dit la foi dans le progrès. Or, la rhétorique sur l'innovation, elle s'appuie sur l'idée que nous sommes soumis à des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe, et nous avons compris que la seule façon d'empêcher que ces défis nous submergent, c'est d'innover. Autrement dit, notre discours sur l'innovation, et c'est d'ailleurs conforme à l'étymologie du mot innovation, notre rhétorique de l'innovation est une rhétorique qui s'appuie sur l'idée que le temps qui passe est corrupteur, il dégrade les situations, il aggrave les défis, et l'innovation est ce qui permet de maintenir le monde en état. Et je pense que, et c'est un devoir, me semble-t-il, que nous devons aux jeunes générations, nous devons reprendre cette idée de progrès, simplement, par souci de cohérence, nous devons la soumettre à elle-même.
C'est-à-dire que nous devons faire progresser l'idée de progrès pour que cette idée tienne compte des leçons que l'histoire nous a enseignées depuis que les pères fondateurs de l'idée de progrès, les philosophes français pour l'essentiel du XVIIIe siècle, avaient imaginé. Ils ont fait preuve d'une certaine naïveté, par exemple, lorsqu'ils ont imaginé qu'il y avait une forme d'embrayage automatique entre les différentes formes de progrès. Ils pensaient que tout progrès scientifique allait engendrer un progrès technique, allait engendrer un progrès matériel, qui lui-même allait engendrer un progrès moral, puis politique. On a bien vu au cours de l'histoire que c'était pas si simple. On n'a plus beaucoup de temps et c'est passionnant. Très très rapidement, on a essayé, on s'interroge régulièrement sur la manière de reprendre le contrôle à travers le temps. Vous avez parlé tout à l'heure, moi ça me rappelle des notions d'ergostressie de Jean-Yves Lasfargue par exemple, ou même du temps passé devant les écrans avec Michel Desmurger. Quelques conseils peut-être aux parents ou à tous les citoyens que nous sommes pour réconcilier notre vie peut-être avec un progrès, un appétit vers le progrès. Je pense qu'il faut que la connaissance scientifique reprenne du galon, c'est-à-dire qu'elle soit considérée comme une valeur. Une république à la française, hein, c'est-à-dire une république dans laquelle on ne souhaite pas voir émerger des communautarismes, c'est un milieu au sein duquel les connaissances doivent pouvoir circuler librement, sans entrave, que celles-ci soient idéologiques, philosophiques, religieuses ou autres. Et donc je pense que nous devons apprendre à distinguer les connaissances des croyances et nous devons apprendre, plutôt enseigner qu'il existe un véritable érotisme des problèmes. C'est-à-dire que si on veut que nos concitoyens aient le goût de la science, aient envie d'apprendre la science, eh bien, il faut d'abord donner du goût à la science. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas suffisamment bien fait. Et je propose qu'on tienne des sortes d'états généraux de la vulgarisation scientifique pour voir comment nous devrions modifier nos façons de faire pour tenir compte de toutes les évolutions que notre société est en train de subir, notamment la présence des écrans. Je pense que moi j'ai toujours pensé que le bon vecteur de la vulgarisation, c'était le livre. Mais quand on voit que de moins en moins de gens lisent des livres, eh bien, il faut bien trouver une autre façon de faire. Et je pense que là, il y a une sorte de chantier qui nous attend, parce que on voit bien que dans les débats sur les nouvelles technologies, il y a une forme de décorrélation qui se fait voir entre la militance et la compétence. C'est-à-dire que les gens les plus radicaux dans leur point de vue ne sont pas toujours les plus compétents, et les gens très compétents sont en général des gens modérés qui du coup n'interviennent pas dans les débats. Et je pense qu'il faut que dans les débats publics sur les nouvelles technologies, les gens très compétents s'engagent, et très modérés, s'engagent sans modération. Un érotisme des problèmes, un érotisme des livres, un érotisme de la modération. Ça c'est une formule d'Einstein, l'érotisme des problèmes. Merci énormément, merci Emmanuel. C'était passionnant, je laisse Emmanuel conclure. Bravo, félicitations, merci pour cette intervention, Étienne Klein. Merci à vous et bonne soirée. Alors nous espérons, merci Guillaume Gralet, nous espérons que ces 3 heures de Factory vous auront intéressé, mobilisé, donné de l'énergie pour continuer à chercher, à connaître, à réfléchir. Vous savez que Futurapolis Plaine ne fait que commencer. Rendez-vous demain matin à 9h30 ici même avec des thématiques très variées tout au long de ces 2 prochains jours. Par exemple, se déplacer sans polluer, Actarus et Goldorak, les algorithmes nouveaux maîtres de nos cerveaux, le quantique aussi, ou encore la société molle, et puis les invités, Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne, chargée du numérique, Gaspard Koenig, Aurélie Jean, Pascal Pic, Jean-Claude Kaufmann, Lionel Nakache, Bruno Le Maire sera samedi matin ici à Toulouse, Chris Dercon aussi, mais je ne peux pas tous les citer, le programme très détaillé est en ligne, je vous invite à vous y référer. Toutes et toutes, en tout cas, interviewées par les différents journalistes et rédacteurs en chef du Point, en direct, ici même sur la grande scène du Quai des Savoirs. Merci beaucoup pour votre attention et très bonne soirée. Merci. Merci.